Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Info 10. Nous sommes le mercredi 24 mai et tout de suite nous partons pour 30 minutes de JT. Nous revenons sur l'affaire du Caracoli. L'établissement a été condamné à verser une amende de 375 000 € et à retirer son installation de la plage de Grand-Anse à Déhay, dans un délai de 3 mois. Cette décision fait suite à des travaux non autorisés sur un site de ponte de tortues marines. Le président de région, Harry Chalus, a annoncé proposer une médiation entre les différentes parties. Elle sera conduite par Joël Raboteur, le vice-président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, afin de concilier le développement des activités économiques et la préservation de la biodiversité de notre région. L'avocat du propriétaire du Caracoli se prépare à lancer une action. Et les réactions n'ont pas tardé à se faire entendre après l'annonce du jugement et de la sanction infligée au Caracoli. Jeunes et moins jeunes se disent déçus de cette fermeture et craignent le même sort pour d'autres établissements. Réaction recueillie par Enzo Viviès et Ruby Échevin. Bonjour. Que pensez-vous de la fermeture du Caracoli ? Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve ça dommage par rapport à l'activité que ça proposait. Après, on connaît peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais je trouve que c'est dommage d'essayer d'exploiter les activités de la mer et de devoir fermer aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord parce que le Caracoli, c'est un bon concept. Pour nous, les Guadeloupéens, on pouvait se détendre parce qu'il y a plein de choses qui commencent à fermer ici. Je trouve tout ça pas raisonnable. En fait, moi, pour mon anniversaire en 2020, je suis allée au Caracoli. J'ai fait du spa, j'ai fait du massage, j'ai fait hammam. J'étais bien étendue, j'ai très bien apprécié. J'ai trouvé que c'était un bon concept, donc je ne suis pas d'accord. Pourquoi il faut qu'on ferme tout ce qu'il y a en mettre de nouveau en Guadeloupe, il le ferme. Mais pourquoi ? Je ne suis pas d'accord, non. Et la préservation des tortues. Quand on te parle, on te dit qu'il faut préserver les tortues. Je vais parler en créole. Hein. Depuis tout ça temps, il y a ça tenir en but à tortue. Pourquoi c'est à présent il y a dit il tenir en but à tortue à présent ? Je ne comprends pas pourquoi ils ferment Caracoli. Parce qu'il y a eu Angel Beach, il y a eu Cabana, maintenant Caracoli. Ça veut dire que nous, on n'a pas le droit de nous développer, les Guadeloupéens, parce que je trouve pas ça normal. On est tous ensemble et c'est que des Guadeloupéens. Ça veut dire que demain, maintenant, quand eux, ils seront plus là, il y aura qui à notre place, comme d'habitude, ceux qui sont en haut. Pays qui essaie de développer, d'innover un milieu et qui nous fait notamment découvrir un espace très agréable, je trouve ça totalement décevant. Et j'espère que nous trouveront une solution pour qu'ils puissent reprendre leur activité. Et pour les... Et il y a beaucoup d'autres lieux qui sont vraiment moins sympas que le Caracoli, qui ne vaut vraiment pas la peine, qui sont ouverts et c'est un peu aberrant. Depuis toujours, je connais le Caracoli à Déhay, quoi. Ça fait des années que ça existe. Quand j'étais plus jeune, j'ai connu les parents, après les enfants et tout ça. Donc, quand on me dit que c'est par rapport aux tortues, moi, je veux bien, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses de la fermeture du Caracoli ? Comme je disais, c'est un peu triste pour moi car c'est vrai que je voulais y aller. J'ai jamais mis les pieds, donc c'est un peu dommage aussi. Et voilà. Bon, c'est pas que je suis pas contre les tortues. Il faut bien qu'eux aussi qu'ils auraient pu trouver, je sais pas, une solution. Comment faire pour pouvoir que les deux puissent cohabiter. Oui, c'est ça. Hier, la mairie de Bemao a été perquisitionnée dans le cadre d'une procédure visant l'actuel président de région, Harry Chalus. L'opération a été menée jusqu'à 22h par le parquet national financier concernant une enquête ouverte en 2019 pour détournement de fonds publics. Plusieurs élus ont été soupçonnés d'avoir détourné tout ou une partie de leur indemnité représentative de frais de mandat. Parlons maintenant santé. Avec plus de 150 cas par an, la Guadeloupe est l'une des régions les plus fortement touchées par la maladie de Parkinson dans la France entière. Alors pourquoi cette affection neurodégénérative touche-t-elle autant de Guadeloupéens ?
C'est la question à laquelle tentent de répondre les chercheurs présents pendant 3 jours au congrès dédié à cette pathologie, afin de comprendre quels facteurs sont responsables d'un grand nombre de cas sur notre territoire. Explication avec Olivier Félix. La région Guadeloupe fait partie des régions françaises où il y a le plus grand nombre de cas de Parkinson. On partage cette particularité avec la région PACA. Et donc on essaye de comprendre pourquoi il y a plus de Parkinson, où il y a beaucoup de Parkinson en Guadeloupe. Par ailleurs, il y a aussi des formes un peu particulières de Parkinson qui sont des formes sévères, qui répondent un peu moins bien au traitement et qu'on appelle des formes atypiques. Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis plusieurs années avec des travaux sur notamment l'existence éventuelle de facteurs liés à l'environnement qui pourraient influencer le Parkinson dans sa fréquence et dans sa forme. Je m'intéresse aussi aux causes potentielles de la maladie, notamment aux causes environnementales de la maladie. Et notamment, je travaille sur une plante qui pousse dans les Antilles françaises, le corosol, parce qu'on suspecte que cette plante soit à l'origine d'une forme particulière de maladie de Parkinson, une forme atypique, parce que la plante contient une toxine qui est susceptible d'induire la dégénérescence des neurones qui est induite normalement dans la maladie de Parkinson sporadique. On a fait des études cliniques qui ont montré que la consommation à forte dose de corosol est corrélée avec l'apparition de ces formes atypiques de maladie de Parkinson. Parkinson, c'est une maladie motrice. L'Alzheimer, c'est une maladie de la mémoire. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois des troubles de la mémoire chez les Parkinsoniens au bout d'un certain nombre d'années d'évolution. Mais en tout cas, ce sont deux maladies différentes, même si ça rentre dans le cadre de maladies neurodégénératives, donc qui sont liées à une altération progressive de certains neurones dans ces deux maladies. Et ça, des maladies qui surviennent un peu plus précocement pour le Parkinson que pour l'Alzheimer, avec un âge moyen de début aux alentours de 60 ans. Une intoxication au chlordécone au long cours pourrait aussi être à l'origine de syndromes de type parkinsonien. Non, ce colloque, c'est sur 3 jours. Ça réunit 80 à peu près neurologues, chercheurs, pharmaciens de métropole, de Guadeloupe et de Martinique. Et il y a à 19h au Creole Beach jeudi soir une session grand public donc qui est ouverte à toute personne qui veut venir s'informer sur le Parkinson et surtout poser des questions. Ce sera une séance interactive où les professionnels seront là pour répondre aux questions des patients. Commencer. Aujourd'hui a lieu la Journée nationale de l'accès aux droits. À cette occasion, la CARL a organisé la caravane des droits au gosier pour répondre aux problématiques du territoire en matière de justice. Plusieurs organismes ont fait le déplacement pour permettre aux administrés de connaître leurs droits et de rencontrer des professionnels. Reportage. La volonté politique du président Cédric Cornet, c'est de pouvoir permettre aux habitants du territoire d'accéder aux droits, d'accéder à l'ensemble des droits qui puissent exister. Donc nous avons bien sûr profité de cette journée d'accès aux droits à la justice, d'élargir en organisant la caravane des droits, donc de tous les droits sociaux auxquels les gens peuvent accéder. Donc vous aurez à travers cette journée la possibilité d'avoir accès à toutes les institutions. Le département a conventionné, par exemple dans le cadre d'un dispositif ASI, nous avons également conventionné avec le CIBC pour accompagner les bénéficiaires à déterminer chez eux leur projet. Quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, quel est son projet, qu'est-ce qu'il veut faire, ou qui se cherche dans un projet d'avenir. On a une convention avec le CIBC qui aide le référent, le bénéficiaire, à réfléchir sur sa situation, ce qu'il est et qu'est-ce qu'il peut mettre en place avec ses compétences, avec ce qu'il ne se découvre pas encore. Donc le CIBC va l'accompagner dans cela. Je représente aujourd'hui l'Ordre des avocats dans le cadre de cette journée de l'accès au droit. Il s'agit aussi aujourd'hui pour nous de montrer que les avocats sont accessibles, que nous avons une accessibilité indépendamment des ressources et que nous sommes le premier rempart de l'accès au droit, à la justice
justice, au tribunal, aux procédures, d'un point de vue général. La caravane des droits, c'est une journée dédiée à l'accès aux droits. Donc nous avons souhaité traiter la question de l'accès aux droits dans une dimension plus large. Donc les partenaires aujourd'hui vont présenter le droit sur différentes thématiques, donc l'accès aux droits sociaux, l'accès à la justice, l'accès à l'emploi et l'accès aux soins. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs partenaires qui sont présents, donc la CAF, CGSS, le Pôle emploi, la mission locale, le conseil départemental, le conseil régional. Nous avons également des associations telles que Guadave, le CIDFF, Flamango, l'association Amafi également. Nous avons la présence des bus, donc il faut savoir qu'il y a également des bus itinérants, donc des camions aménagés qui sillonnent le territoire pour favoriser également l'accès aux droits auprès des familles. Donc nous avons le bus de la parentalité de l'UDAF, nous avons le Secours catholique avec le Fraternibus, la Mutualité française qui est un bus de prévention santé qui propose de faire des dépistages santé au niveau du diabète et de l'hypertension artérielle, et également la Croix-Rouge qui est présente aujourd'hui. Pour comprendre les souffrances vécues pendant l'esclavage et connaître l'histoire de leurs ancêtres, les élèves du collège Alexandre Isaac de Boiripeau participent à leur manière aux Journées mémorielles de la liberté. Chants, danses, représentations scéniques, les collégiens ont préparé un spectacle et se sont produits dans leur établissement pour célébrer le mois des mémoires. Un reportage signé Charlie Dagonia. Vous savez, il y a une manifestation fort en famille sous l'égide du conseil départemental. Et donc, ils devaient être présents. Malheureusement, ils ne seront pas là. Mais nous avons décidé de maintenir ce spectacle qui a pour but de faire revisiter l'histoire, notamment parce que nous savons très bien que le mois de mai, c'est le mois des mémoires, et notamment l'abolition de l'esclavage. Alors, nous prévoyons ce matin une présentation scénique avec 4 tableaux: l'accueil de la flamme de la liberté, l'esclavage moderne, et puis sur le thème de la liberté. Alors on voulait montrer l'émotion de l'esclavage, montrer les expressions faciales et physiques, montrer que les esclaves étaient fouettés, maltraités. Et on voulait montrer aussi que même si on était maltraités, fouettés, blessés, mariés de force, tout ça, c'était pour montrer qu'on reste courageux et qu'on reste fort. Nous avons eu cette commande de manière assez rapide, mais tout de même, nous avons discuté, échangé avec eux, et notamment sur la partie où il y a eu une scène, où vous allez voir l'accueil de la flamme. Il y a eu ce travail où je leur ai demandé véritablement de se mettre dans la peau de ces esclaves et voir quelle souffrance ils ont enduré. Il est important justement que ces jeunes s'approprient leur histoire et savent comment nos ancêtres ont lutté pour leur liberté, justement. Pour moi, participer contre l'esclavage, c'est tout simplement reconnaître mon histoire et défendre les valeurs que mon peuple a vécues, savoir d'où je viens, qui je suis et grâce à qui et pourquoi, dans quelles circonstances je peux faire ce que je peux faire aujourd'hui, pourquoi je peux parler aujourd'hui librement, par exemple, pourquoi je peux aller à l'école, des choses que mes ancêtres ne pouvaient pas faire, et c'est ça pour moi. Nous recevons ce soir Monsieur Pierre Huneau, responsable du comité Mai 67. Bonsoir Monsieur Huneau. Oui, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à Canal 10. Vous êtes présent pour nous parler de la commémoration Mai 67. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vont consister ces journées? Oui, je viens de voir un sujet qui m'inspire énormément, parce qu'en fait, il faut parler de l'esclavage, mais il faut aussi parler des événements qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe, tels que cette histoire de mai 67 à Pointe-à-Pitre, où on a eu ce massacre, durant lequel on a eu énormément de morts et jusqu'à maintenant de victimes aussi. Rien n'est dénombré, il n'y a pas eu d'éclaircissement là-dessus. Donc aujourd'hui, nous avons décidé avec un certain nombre d'acteurs principaux de mai 67 de mettre en place
une étape mémorielle, je pourrais dire, de commémoration de ces événements qui se sont passés en 1067 à Pointe-à-Pitre. Et c'est ainsi que nous faisons cette commémoration sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, sur la place tricolore, à partir du vendredi jusqu'au samedi, minuit, mais à Sainte-Rose. Très bien. Quel va être le programme, justement, de cette commémoration? Alors, en ce qui concerne le programme, le vendredi, nous commencerons déjà par une projection de film de 1067 qui sera animé, qui sera introduit par M. Serge Glaude, qui a été aussi un acteur là-dedans du moins, et qui sera suivi par un Léose qu'animera M. Éric Kozak, déjà artiste engagé que nous connaissons, et qui sera là pour faire vivre un certain nombre de choses, un certain nombre de choses. Autour de ça, nous aurons énormément de danseurs de Gouka. Nous aurons aussi énormément de groupes de Gouka qui vont passer nous voir à cet effet. Et de cette optique-là, de ce point de vue-là, nous pensons toucher vraiment la mémoire guadeloupéenne afin que la transmission, qui est déjà l'axe et je dirais l'arbre pour nous-mêmes de cette manifestation, afin que la transmission commence dès le vendredi, car avec ce film-là et le débat qui va suivre le film, nous pensons que nous allons commencer à toucher vraiment la mémoire guadeloupéenne en ce qui concerne ce premier jour. Donc le samedi matin, le lendemain, nous commencerons par un marché pays, un grand marché pays, avec les agriculteurs de la Guadeloupe, l'association de Mme Véronique Charabi, agricultrice d'Ubud. Nous y aura aussi parallèlement à ce marché les agriculteurs de la Guadeloupe, les artisans de la Guadeloupe, Artigua avec Béatrice. Et nous serons sur la place tricolore au bout de 500 à partir de 8h. Et à 10h, nous allons recevoir les parents de ces personnes qui sont décédées, mais aussi les personnes qui ont été présentes lors de ces manifestations de 1067 à Pointe-à-Pitre. Par la suite, nous allons procéder au dépôt de gerbes sur les différentes tombes de personnes tombées en 1067 et qui sont enterrées à Sainte-Rose. Ils sont quand même, il y a déjà 4 personnes. Et parce qu'il faut savoir que la commune de Sainte-Rose, c'est là où il y a eu le plus de morts en 1067. Par la suite, nous reviendrons au clou de la manifestation. Alors, ce sera le moment mémoriel qui sera enregistré parce que nous avons aussi la volonté de transmettre certaines informations à cette jeunesse. Il s'agira pour nous de donner la parole aux victimes présentes, olfactives, sensitives, visuelles et auditives ce jour-là. Et la parole sera libre. Donc, à ce moment-là, il s'agira pour nous non seulement de donner cette parole, de libérer la parole, mais aussi de vivre les émotions. Et c'est pour cette raison que nous avons attaché à cela concomitamment des témoignages, à ce débat des témoignages. Donc nous aurons aussi par la suite le débat juridique là-dessus. Et vers 15h va commencer vraiment ce clou, cette partie de la manifestation. Donc nous attendons un maximum de personnes à cet événement et nous pensons quand même qu'il est du devoir de chaque Guadeloupéen de pouvoir se poser la question à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que trop d'événements se sont passés dans ce pays Guadeloupe, dans ce petit pays Guadeloupe, sous lesquels nous n'avons pas osé dire la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, plus jamais, le peuple a besoin de savoir, la jeunesse a besoin de savoir. Et lorsque je vois au collège de Boiripo-Abim ce qui se passe au collège de Boiripo-Abim, j'ai envie de dire que ma Guadeloupe, mon peuple et la jeunesse a commencé à comprendre et ça doit commencer par la jeunesse. Donc nous sommes dans un souci de transmission de connaissances dans cette dynamique-là. Et c'est pour cette raison que nous pensons aussi réaliser un film afin de laisser des images à nos partenaires, à nos enfants de demain matin, et que ceux qui y étaient, qui n'ont pas pu parler jusqu'à maintenant, puissent venir libérer leurs paroles, parce qu'il y a de la souffrance derrière mai 67. Imaginez-vous les enfants qui sont orphelins, les femmes qui sont restées sans mari, qui n'ont rien dit. Donc cette souffrance pratiquement qui devient un traumatisme auprès de ces enfants à un certain moment, il faut que ces personnes-là, ces Guadeloupéens de souche-là, aient la possibilité de pouvoir les évacuer, pouvoir évacuer ce stress, la souffrance. Et c'est pour cette raison que nous disons qu'il serait pas acceptable qu'un Guadeloupéen ne vienne pas écouter vraiment ce qui s'est passé en 1067. Nous avons aussi des écrivains qui seront là. Nous avons Guy Lafage qui vient de présenter son livre à ce sujet. Nous avons les maîtres Tacita, Socrate et le fils qui viendront aussi pour la partie juridique. L'animation sera faite par Jim Lapin, qui est un professeur de droit à l'université. Et donc, je vous assure que nous avons un plateau assez intéressant. Et je viens inviter ici l'ensemble des personnes qui n'ont pas encore cette connaissance-là, ceux qui veulent l'avoir et ceux qui vont l'avoir aujourd'hui. Donc, dès vendredi, 18h, nous attendons l'ensemble de la population et guadeloupéenne. À ce moment, ce n'est pas une festivité. C'est un moment de commémoration, un moment de réflexion, d'écoute pour nous comprendre. Parce que nous savons là nous sortir.
Nous savons là nous y est, mais nous ne savons là nous qui arriver. Nous savons là nous voulons arriver, mais nous ne savons là nous qui arriver. Donc, et ce sont des outils qui nous permettront d'aller encore plus loin. Quant à notre mission d'être humain, je pense, on ne doit jamais se cesser de se cultiver. Et avec Serge Glaude, avec Patrice Gauthier, avec Jim Lapin, avec Véronique Charabi, avec le groupe Gokako de Floriane Piché, avec M. Antoine, M. François, avec Antonin, avec toutes ces personnes, nous pensons effectivement aller plus loin et donner un appui culturel solide à cette partie de la Guadeloupe, à ce pan de l'histoire. Et nous avons mis en place le comité mai 67 qui sera aussi sur d'autres points d'action, sur d'autres types de communication. Donc aujourd'hui, je pense que le Nord, on en a besoin. Alors je profiterai pour remercier du moins ceux qui nous ont aidés, nos partenaires. La ville de Sainte-Rose nous a lourdement, je dirais lourdement aidés. Nous en remercions le maire et le personnel communal aussi qui a fait un bon boulot là-dessus. Nous remercions le conseil départemental qui nous a aidés. Nous remercions la boulangerie de Négrite qui nous a aidés. Très bien. Et nous remercions aussi tous ceux qui vont nous aider, qui ne nous ont pas encore aidés. Et nous pensons que nous sommes aujourd'hui mercredi et ceux qui le souhaitent ont le temps de manifester leur solidarité quant à l'intérêt culturel de notre pays Guadeloupe que de dire la vérité, de donner de bons rails à la jeunesse. Donc nous sommes prêts, nous attendons tous. Le rendez-vous, vendredi 18h, place Tricolore à Sainte-Rose à partir de 18h, projection de film de mai 67 à Pointe-à-Pitre avec témoignages et débats suivi d'un lait rose dont le bar sera animé par l'association sportive culturelle sainte-rosienne, le Tico Club. Je vous remercie, Monsieur Huneau. Merci beaucoup pour votre venue. Nous allons poursuivre donc ce journal sur maintenant une petite page de sport. Nous parlerons donc de la Coupe Vive. Donc on part direction la Guyane. Après 90 minutes intenses, la Gauloise de Basse-Terre arrache la victoire 1-0 face à la SC Caraïbes lors de la finale Coupe Vive en Guyane. Le match s'est disputé le lundi 22 mai au stade municipal Edmar Lama de Rémire-Montjoly. Regardez. Oui. Alors ça va être une touche pour la Gauloise avec deux formations qui, pour l'heure, Patrice, eh bien, il faut dire qu'ils sont en train de s'observer. Avec ce ballon-là maintenant, le premier but pour la Gauloise. Oh, quelle belle action. Chris Manuel qui vient à l'instant même d'ouvrir la marque pour sa formation. La Gauloise lui marquée précisément à la 45e minute de jeu. Mais quelle belle action, Patrick. Il n'y a même pas 20 minutes que j'ai réalisé. Le soir, on fêtait, on parlait, on chantait. C'est vraiment, c'était là que j'ai réalisé. On rejoint le CSM, qui est la seule équipe du pays à avoir. On arrive à remporter ce titre. L'an dernier, on est passé tout près du championnat. On perd face à l'ASS en finale. Là également, on était à la lutte pratiquement jusqu'à 2-3 journées de la fin. Et là, on arrive à remporter, je dirais, la Coupe Vive en Guyane en plus, en éliminant le Golden Lion en demi-finale. On avait une belle équipe de Caraïbes également hier. Donc on est très contents. Je tiens déjà à remercier M. Maté. Je ne cesse de le remercier, mais c'est lui qui a mis le socle. Une base des joueurs qui sont déjà là. Et moi, je suis venu après, je suis dans sa continuité. Donc effectivement, ça fait peu de temps, mais il y a un travail de fond qui est établi depuis plus de 17 ans quand même. Déjà, la Ligue leur enverra des félicitations officielles par courrier pour la bonne représentation tant sur le plan du terrain que hors du terrain, parce que le président est très content du comportement de son groupe. Et puis, nous aurons l'occasion certainement de mettre en avant les récompenses pour cette compétition. D'accord. Maintenant, je crois que... Quel autre Ah non, mais le vainqueur, la Gauloise, empoche 8 500 €. Donc, ce qui n'est pas avec sa bonne place en championnat. C'est dommage, ils n'arrivent pas en finale de coupe. Ça aurait fait une bonne cagnotte pour préparer la saison et puis pour accompagner ces jeunes. Alors, la victoire maintenant de la Gauloise. La Gauloise nous a donné un bon jeu en première mi-temps. En deuxième mi-temps, l'adversaire a été plus coriace et a failli égaliser. Bon,
j'avais dit que la meilleure équipe gagne. Je ne crois pas que la Gauloise ait été la meilleure équipe, mais elle a quand même gagné. Nous l'avons appris cet après-midi, la célèbre chanteuse Tina Turner s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. Celle qui était considérée comme la reine du rock'n'roll avait marqué les esprits de ses millions de fans avec des titres mythiques comme The Best ou What's Love Got to Do With It. Et c'est ainsi que nous arrivons au terme de notre journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 18h30 pour une prochaine édition du JT. Excellente soirée sur Canal 10.